Le Tchèque millionnaire entend la femme de ménage parler japonais, mais ce qui se passe le laisse. La chaleur matinale s'accrochait au sol en marbre du grand hôtel Al-Nour à Dubaï. Dehors, le vent du désert fouettait le sable fin contre les parois de verre, mais à l'intérieur, la fraîcheur de la climatisation de luxe maintenait l'atmosphère stérile et distante. Le parfum d'oud et de cire au citron emplissait le hall, où des colonnes plaquées or étincelaient sous les lustres en cristal. À la lisière de cette opulence s'agenouillait Naomi Tanaka, une femme de ménage de 27 ans originaire d'Osaka, au Japon. Ses mains gantées frottaient sans relâche, éliminant une légère tache de café près de la réception. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon modeste, et son uniforme délavé collait à son dos en sueur. Elle leva à peine les yeux lorsque des pas s'approchèrent. « Attention !» dit une voix profonde et froide. « Vous gâchez l'esthétique !» Elle leva les yeux. C'était le cher Khalid Al-Mansour, héritier d'un empire pétrolier, vêtu de robes blanches flottantes et de lunettes de soleil qui reflétaient sa silhouette courbée. Un groupe d'hommes d'affaires européens riait légèrement derrière lui. Naomi cligna des yeux. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Ses chaussures polies pivotèrent et s'éloignèrent, la laissant accroupie près de la tâche, les joues brûlantes. L'un des hommes murmura « Elle parle anglais aussi ?» Naomi ne répondit pas. Elle ramassa simplement le chiffon et continua, le cœur battant. Non pas de peur, mais de la profonde morsure de l'humiliation. Derrière elle, les couloirs dorés miroitaient, indifférents à son silence. Mais dans ce moment tranquille, quelque chose changea dans sa poitrine, non pas de la honte, mais une graine d'indignation silencieuse. Elle n'oublierait jamais ce matin-là. Le soleil de Dubaï atteignait son zénith lorsque Naomi termina son service dans les halls d'entrée. La chaleur extérieure contrastait violemment avec la fraîcheur artificielle des grands espaces marbrés. Entre ses doigts, le chiffon humide semblait peser plus lourd qu'à l'accoutumée. Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait l'indifférence des riches clients de l'hôtel, mais jamais encore la sensation d'être invisible n'avait été aussi aiguë. Dans les vestiaires du personnel, elle croisa Laila, une réceptionniste soudanaise au sourire chaleureux qui partageait souvent ses pauses. « Tu as l'air épuisé ?» remarqua Laila en rangeant son uniforme. « Quelque chose s'est passé ?» Naomi hésita. Les mots restaient coincés dans sa gorge, comme si les exprimer rendrait l'humiliation plus réelle encore. « Juste une rencontre avec le cher Khalid », finit-elle par murmurer en enlevant ses gants. Rien d'important. Laila la regarda avec un mélange de compassion et de résignation. « Ah, lui, ne laisse pas ces paroles t'atteindre. Pour ces gens-là, nous sommes comme les meubles, utiles mais invisibles. » « C'est justement ça le problème, » répondit Naomi, surprenant sa propre audace. « Je ne veux plus être invisible. » L'eau tiède coulait sur ses mains, tandis qu'elle les lavait méticuleusement, comme si elle pouvait aussi effacer l'incident. Dans le miroir éclaboussé d'eau, son reflet lui renvoyait l'image d'une femme dont la dignité silencieuse contrastait avec la vulnérabilité de sa position. Plus tard, dans le bus qui ramenait le personnel vers les quartiers modestes d'Al-Koussaïs, Naomi observait la ville qui défilait derrière la vitre poussiéreuse. Les gratte-ciel scintillaient dans le crépuscule naissant, comme des palais de verre et d'acier inaccessibles. Dubaï, cette ville de tous les extrêmes, où l'opulence côtoyait la précarité avec une indifférence calculée. Une vibration dans sa poche l'attira de sa contemplation, un message de sa mère depuis Osaka. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, les frais médicaux continuaient d'augmenter et son frère cadet avait dû abandonner ses études pour prendre un emploi à temps partiel. La culpabilité serra la gorge de Naomi, si loin de chez elle, incapable d'être présente pour les siens, et pourtant, c'était pour eux qu'elle endurait tout cela. Dans son petit appartement partagé avec 2 autres travailleuses migrantes, Naomi prépara un simple repas de nouilles instantanées. Les sons familiers de la cuisine communautaire, les odeurs mêlées d'épices variées provenant des plats des différentes nationalités qui cohabitaient ici, offraient un réconfort modeste.
Sa colocataire, Min Seo, une Coréenne qui travaillait comme serveuse dans un autre hôtel, remarqua son silence inhabituel. « Mauvaise journée ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de Naomi, une tasse de thé fumant entre les mains. Naomi acquiesça sans élaborer. Les mots du cher résonnaient encore dans son esprit. « Vous gâchez l'esthétique », comme si sa simple présence, son existence même, était une tache sur le décor parfait qu'il avait payé pour contempler. Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit, Naomi sortit de sous son oreiller un vieux livre de poésie japonaise que son père lui avait offert avant sa mort. Elle caressa la couverture usée, puis l'ouvrit à une page marquée d'un ruban décoloré. Les vers parlaient de la force tranquille du bambou, qui plie mais ne rompt jamais sous la tempête. « Un jour, murmura-t-elle en japonais dans l'obscurité, je ne serai plus celle qui s'incline. » À l'autre bout de la ville, dans sa suite luxueuse au sommet de l'hôtel Al-Nour, le cheikh Khalid contemplait les lumières de Dubaï. Un verre de whisky à la main, malgré les interdits religieux qu'il transgressait en privé. Son esprit était déjà loin de la femme de ménage qu'il avait humiliée le matin même. Pour lui, elle n'était qu'une silhouette floue parmi tant d'autres, ces êtres interchangeables qui entretenaient le monde doré dans lequel il évoluait sans effort. Il ne pouvait pas imaginer que, dans les ténèbres d'une chambre modeste d'Al-Qusaïs, cette même femme, cette tache dans son décor parfait, nourrissait une flamme qui, un jour, illuminerait son monde d'une lumière inattendue. Naomi était arrivée à Dubaï 2 ans plus tôt, avec 2 valises et un rêve qu'elle osait à peine croire réalisable. Son père, autrefois professeur de littérature à Kyoto, était décédé subitement, la laissant s'occuper de sa mère malade et de son jeune frère. Avec des dettes qui s'accumulaient et des perspectives d'emploi qui diminuaient au Japon, Naomi avait accepté l'offre de travailler à l'étranger, faisant le ménage dans l'un des hôtels les plus riches du monde. Chaque matin commençait avant l'aube. Les appels à la prière résonnaient à travers la ville, tandis qu'elle montait dans le bus du personnel à Al-Qusaïs, ce quartier populaire loin des tours dorées. Ses mains étaient toujours occupées, essuyant, soulevant, pliant, lavant, mais son esprit dérivait souvent vers les livres que son père lui lisait autrefois en japonais. Des récits d'honneur, de persévérance et de force silencieuse. Sa seule véritable amie était Laïla, une réceptionniste soudanaise au grand cœur qui partageait ses temps de pause et ses rêves. « Tu es trop silencieuse », la taquinait Laïla. « Un jour, tu surprendras quelqu'un. J'en suis certaine. » « Je ne veux pas surprendre, » avait répondu Naomi une fois. « Je veux juste être vue, compter pour quelqu'un. » Pourtant, Naomi ne se plaignait jamais. Elle envoyait la moitié de son salaire au Japon. Elle lisait des livres en japonais pendant ses pauses déjeuner. Et quand le monde dormait, elle se murmurait des histoires, comme des prières sacrées que personne d'autre ne pouvait entendre. Malgré tout, malgré la solitude, la chaleur, l'invisibilité constante, Naomi croyait encore que la vie pouvait offrir quelque chose de beau, même pour quelqu'un comme elle. L'appartement qu'elle partageait avec Min Seo et Fatima, une Marocaine qui travaillait comme femme de chambre au même hôtel, était exigu mais propre. Leur petit balcon donnait sur une rue animée d'Al-Qusaïs, où les odeurs de shawarma et d'épices se mêlaient aux klaxons incessants et aux conversations polyglottes des travailleurs migrants qui composaient l'essentiel de la population de ce quartier. Ce matin-là, Naomi se leva à 4h30, comme chaque jour. Le rituel était immuable. 15 minutes pour sa toilette dans la salle de bain commune, 10 minutes pour préparer un thé vert et manger un petit pain fourré aux haricots rouges qu'elle achetait dans une épicerie japonaise le week-end. Puis, l'uniforme gris, les cheveux soigneusement attachés, le badge d'identification accroché à la poche gauche. « Tu pars tôt aujourd'hui » murmura Fatima, encore ensommeillée, en croisant Naomi dans le couloir étroit. « J'ai le service matinal cette semaine » répondit doucement Naomi. « Repose-toi encore un peu. » Dans le bus, elle sortit son petit carnet de notes et un stylo. C'était un rituel qu'elle s'imposait, écrire quelques lignes chaque matin, comme une encre dans le flot des jours qui se ressemblaient, parfois des souvenirs du Japon, parfois des observations sur Dubaï, souvent des pensées pour sa famille. Ce jour-là,
Elle écrivit simplement « La dignité n'est pas un luxe, c'est un droit ». Le bus s'arrêta devant l'imposante façade de l'hôtel Al-Nour. Les premiers rayons du soleil faisaient déjà miroiter les immenses vitres teintées or. L'équipe de nettoyage du matin descendit silencieusement, une armée d'invisibles dans leurs uniformes ternes. À l'entrée de service, Naomi croisa Mahmoud, le chef de la sécurité, un Égyptien à la carrure imposante, mais au sourire bienveillant. « Bonjour Naomi », dit-il en vérifiant son badge. « Tu es affectée aux suites présidentielles aujourd'hui. Monsieur Philippe a demandé spécifiquement que ce soit toi. » Naomi acquiesça, reconnaissante. Monsieur Philippe, le directeur français de l'hôtel, était l'un des rares cadres à traiter le personnel avec respect. Il avait remarqué le soin méticuleux que Naomi apportait à son travail et lui confiait souvent les chambres les plus prestigieuses. Dans les vestiaires, elle retrouva Laïla qui se préparait pour son service à la réception. « J'ai entendu pour les suites présidentielles », dit Laïla en ajustant son foulard. « C'est bien, non ?»« Oui, mais... » Naomi hésita. Le cher Khalid y séjourne souvent pour ses réunions. Le visage de Laïla s'assombrit légèrement. « Essaie de te faire discrète. Cet homme a le pouvoir de faire renvoyer n'importe qui sur un caprice. » Naomi hocha la tête, mais au fond d'elle-même, la graine d'indignation semée la veille avait commencé à germer. Elle ne voulait plus se faire discrète, s'effacer, disparaître. Elle voulait exister pleinement, même en nettoyant les sols. La matinée passa lentement. Naomi s'appliquait à rendre impeccables les salles de bain en marbre, à faire briller les miroirs, à disposer parfaitement les orchidées fraîches dans les vases en cristal. Chaque geste était précis, presque cérémonieux. Son père lui avait enseigné que même la tâche la plus humble pouvait être transformée en art si on y mettait tout son cœur. Pendant sa pause déjeuner, elle s'installa sur un banc dans le petit jardin réservé au personnel, à l'abri des regards des clients. Elle sortit de son sac le bento qu'elle avait préparé la veille, du riz, quelques légumes sautés, un peu de poulet. À côté d'elle, 2 femmes de chambre philippines parlaient avec animation de leur famille, montrant des photos sur leur téléphone portable. Naomi observait en silence. Tous ici partagèrent la même réalité, des vies divisées entre 2 mondes, celui qu'ils servaient et celui qu'ils avaient laissé derrière eux. Des existences suspendues entre le rêve d'un avenir meilleur et la nostalgie d'un passé abandonné. Son téléphone vibra. Un message de son frère, Takashi. Une photo de leur mère, souriante malgré sa fatigue visible, devant la fenêtre de l'hôpital. Le message disait simplement « Elle est plus forte aujourd'hui. Ton argent a permis de payer le nouveau traitement. Nous pensons à toi. » Naomi sentit sa gorge se serrer. Ces moments-là justifiaient tout. L'éloignement, l'humiliation, la fatigue, pour sa famille, elle pouvait supporter d'être invisible. L'après-midi, alors qu'elle changeait les draps dans la chambre principale de la suite, la porte s'ouvrit brusquement. Le cher Khalid entra, suivi de 2 hommes en costume. Il s'arrêta net en la voyant. « Je pensais que la chambre serait prête, » dit-il froidement. « Je termine dans 5 minutes, monsieur, » répondit Naomi, baissant les yeux. « Nous n'avons pas 5 minutes. Laissez tout et sortez. » Sans un mot, Naomi rassembla rapidement son matériel et se dirigea vers la porte. En passant près du cher, elle sentit son regard peser sur elle, non pas avec mépris cette fois, mais avec une curiosité distante, comme s'il essayait de se rappeler où il l'avait déjà vue. Dans le couloir, elle s'appuya un instant contre le mur, respirant profondément. C'était toujours ainsi. Ces petites violences quotidiennes, ces rappels constants de sa place dans la hiérarchie invisible qui régissait ce monde doré. En fin de journée, épuisée, elle retrouva Laïla dans le hall. Son amie terminait son service à la réception et avait cette expression que Naomi connaissait bien, celle qui annonçait une idée ou une proposition. « Il y a une soirée culturelle qui se prépare », dit Laïla, avec un enthousiasme à peine contenu. L'hôtel veut mettre en valeur la diversité de son personnel. Monsieur Philippe m'a demandé si tu accepterais de participer, peut-être avec une démonstration de calligraphie japonaise. Naomi sentit une chaleur inattendue l'envahir.
être sollicité pour ses compétences, pour sa culture, et non pour sa capacité à disparaître. C'était nouveau. Je vais y réfléchir, murmura-t-elle. Cette nuit-là, dans son lit, Naomi repensa à cette proposition. Sortir de l'ombre, se montrer, partager un peu de son âme avec ce monde qui l'ignorait. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Avant de s'endormir, elle relut la dernière lettre que son père lui avait écrite avant sa mort. « N'oublie jamais, ma fille, que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle est en toi, inaltérable comme les montagnes de notre terre natale. » Pour la première fois depuis longtemps, Naomi s'endormit avec un sourire aux lèvres. 3 semaines après l'incident du hall, Naomi fut assignée au nettoyage du penthouse privé du cheikh. C'était une tâche redoutée par le personnel. Il était connu pour son dédain, son silence, sa langue acérée quand les choses n'étaient pas parfaites. L'appartement était à couper le souffle, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur l'horizon désertique, des murs ornés de calligraphie rare et le parfum subtil d'encens s'accrochant aux rideaux de soie. Elle travaillait en silence, essuyant les miroirs et polissant les verres en cristal. Alors qu'elle tendait la main vers une délicate sculpture en verre sur la table, sa main glissa. La sculpture, une forme torsadée d'or et de verre, tomba, se brisant en morceaux tranchants. Naomi se figea. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit violemment. Le cheikh Khalid entra, ses yeux se rétrécissant devant la scène. « Savez-vous combien cela a coûté ?» gronda-t-il. Naomi s'inclina profondément. « Je suis vraiment désolé, monsieur, c'était... » « Vous autres, siffla-t-il, venez ici, travaillez pour des centimes et réussissez quand même à détruire ce que vous ne pouvez pas comprendre. » Naomi ne bougea pas. Son souffle était pris quelque part entre sa gorge et son cœur. Pour la première fois, elle sentit des larmes brûler derrière ses yeux. Non pas de culpabilité, mais de quelque chose de plus profond. Elle leva les yeux vers lui. « Tout ce qui a de la valeur n'est pas sur une étiquette de prix. » C'était un murmure, en japonais parfait. Il ne comprit pas. Il se retourna et partit. Naomi rassembla les éclats d'une main tremblante. Mais ce faisant, un papier plié tomba de la table. Une lettre manuscrite, également en japonais. Elle cligna des yeux. Son souffle se bloqua à nouveau. Qui avait écrit cela? La pièce semblait soudain tourner autour d'elle. Le luxe ostentatoire du penthouse, qui l'avait intimidé quelques minutes plus tôt, paraissait maintenant irréel, comme un décor de théâtre. Seuls les éclats de verre sur le sol et cette mystérieuse lettre ancraient Naomi dans la réalité. Ses doigts tremblants ramassèrent le papier. L'écriture, élégante et mesurée, lui était étrangement familière. Le papier, légèrement jauni, parlait d'un autre temps. Naomi hésita, tiraillée entre sa conscience professionnelle qui lui dictait de ne pas toucher aux affaires personnelles des clients, et cette curiosité viscérale, presque douloureuse. La porte claqua au loin, indiquant que le cheikh avait quitté l'appartement. Dans le silence retrouvé, Naomi déplia délicatement la lettre. Les premiers mots la firent suffoquer. « À mon ami émirati, en souvenir de notre conversation sur la dignité humaine, » cette écriture, ces tournures de phrases, cette façon particulière de former certains caractères japonais, impossible. Et pourtant, c'était l'écriture de son père. Dehors, le soleil de l'après-midi frappait les vitres teintées, créant des motifs dorés sur le sol. Naomi s'assit lentement sur le bord d'un fauteuil en cuir, oubliant momentanément sa place et les convenances. Les morceaux de verre brisés attendraient. Pour l'instant, le passé venait de faire irruption dans sa vie avec la force d'un tsunami. La lettre était datée d'il y a 20 ans. Son père, le professeur Tanaka, y parlait d'une conférence sur les échanges culturels entre le Japon et les pays du Golfe. Il évoquait des conversations passionnantes avec un jeune étudiant émirati, brillant et idéaliste, sur la beauté de la calligraphie, la philosophie du respect et la valeur du travail humble mais essentiel. « Le véritable art, mon ami, écrivait-il, n'est pas dans l'objet précieux que l'on possède, mais dans le regard qui sait voir la beauté cachée dans le quotidien. Comme nous l'avons discuté, la main qui nettoie mérite autant de respect que celle qui crée.
car toutes deux servent la même harmonie du monde. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Naomi. Ces mots, elle les avait entendus si souvent dans la bouche de son père. Cette philosophie avait bercé son enfance. Un bruit de pas dans le couloir la ramena brutalement à la réalité. Elle essuya rapidement ses larmes, replia la lettre et la glissa dans sa poche. Puis, avec des gestes précis mais rapides, elle rassembla les morceaux de verre brisés, les enveloppant soigneusement dans un chiffon. La porte s'ouvrit à nouveau. C'était Monsieur Philippe, le directeur français de l'hôtel, l'air préoccupé. « Naomi, le cher Khalid m'a parlé d'un incident. » Elle s'inclina légèrement. « Oui, monsieur. J'ai maladroitement cassé une sculpture. Je prendrai la responsabilité financière, bien sûr. » Le Français agita la main avec impatience. « Ce n'est pas la question. Le cher est, disons, exigeant. Je crains qu'il ne demande votre remplacement. »« Je comprends, » dit-elle doucement, sentant le poids de la lettre dans sa poche. « Mais avant cela, puis-je vous demander quelque chose d'inhabituel ?» L'étonnement se lisait sur le visage du directeur. « Bien sûr, Naomi. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais parler au cher Khalid, personnellement. » Monsieur Philippe la regarda comme si elle venait de lui annoncer qu'elle souhaitait marcher sur l'eau. « C'est très inhabituel. Il ne reçoit pratiquement jamais le personnel. Je sais, mais c'est important. » Quelque chose dans sa voix, une détermination tranquille qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, intrigua le directeur. « Je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne promets rien. » Après le départ de Monsieur Philippe, Naomi termina méticuleusement le nettoyage du penthouse. Chaque geste était empreint d'une nouvelle conscience. Ces objets luxueux qu'elle entretenait chaque jour appartenaient à un homme qui avait connu son père, qui avait peut-être été touché par sa sagesse. Le soir venu, dans son petit appartement d'Al-Koussaïs, Naomi relut la lettre à la lumière tamisée de sa lampe de chevet. Ses colocataires dormaient déjà, épuisés par leur journée de travail. Dans le silence de la nuit, elle pouvait presque entendre la voix de son père prononcer ces mots. Une phrase en particulier résonnait en elle. « La dignité n'est pas un privilège accordé par les puissants, mais un droit inné que chaque être humain porte en lui. » Elle pensa au cher Khalid, à son regard froid, à sa remarque dédaigneuse. Était-il possible que cet homme ait un jour été l'étudiant idéaliste dont parlait son père ? Que s'était-il passé pour transformer ce jeune homme en un être si distant, si méprisant ? Son téléphone vibra. Un message de Monsieur Philippe. « Rendez-vous demain, 10 heures, bureau du cher. Vous avez 5 minutes, pas plus. » Le cœur de Naomi battait à tout rompre. Que dirait-elle ? Comment expliquerait-elle la présence de cette lettre dans sa poche ? Et surtout, oserait-elle vraiment affronter l'homme qui avait le pouvoir de la renvoyer d'un simple mot ? Cette nuit-là, elle dormit peu. Dans ses rêves fragmentés, son père et le cher Khalid se mélangeaient en une figure composite, à la fois bienveillante et menaçante. Au petit matin, elle se leva avec une résolution nouvelle. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle ne se contenterait plus d'être invisible. Elle choisit avec soin sa tenue, son uniforme bien sûr, mais parfaitement repassé, et elle ajouta un petit détail, une discrète broche en forme de fleur de cerisier que son père lui avait offerte. Puis, elle attacha ses cheveux en un chignon net, appliqua un soupçon de rouge à lèvres, chose qu'elle ne faisait jamais pour travailler, et sortit la lettre qu'elle plaça dans une enveloppe propre. Dans le bus qui l'emmenait vers l'hôtel, elle remarqua les regards surpris de ses collègues habituels. Quelque chose avait changé dans son attitude, une sorte de détermination tranquille qui transformait sa présence. « Tu es différente aujourd'hui », lui dit Leila en la croisant dans le hall. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je vais rencontrer le cher Khalid », répondit simplement Naomi. « Quoi ? Pourquoi ?» Les yeux de Leila s'écarquillèrent d'inquiétude. Pour lui parler de valeur, de dignité, et d'une lettre écrite il y a 20 ans. Leila voulut en savoir plus, mais déjà Naomi s'éloignait vers les ascenseurs privés. Pour la première fois depuis son arrivée à Dubaï, elle ne se sentait plus comme une ombre furtive dans les couloirs luxueux, mais comme une présence légitime, porteuse d'une vérité qui méritait d'être entendue. À 10 heures précises, elle frappa à la porte du bureau du cher. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre de l'extérieur.
mais sa main ne tremblait plus. « Entrez !» ordonna une voix grave. Naomi ouvrit la porte et pénétra dans le sanctuaire du pouvoir. Le cheikh Khalid était assis derrière un immense bureau en bois précieux, la ville de Dubaï s'étalant derrière lui comme un tapis de lumière. Il leva à peine les yeux de ses documents. « Monsieur Philippe m'a dit que vous aviez insisté pour me voir. Vous avez 5 minutes. » Naomi s'avança, le dos droit, le regard ferme. « J'ai trouvé quelque chose qui vous appartient, dit-elle, sa voix calme, malgré la tension qui l'habitait. Elle sortit l'enveloppe et la posa doucement sur le bureau. Le cheikh Khalid la regarda enfin, avec un mélange d'agacement et de curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre, » répondit Naomi, écrite en japonais, par mon père, il y a 20 ans. Le regard du cheikh changea. Une ombre passa sur son visage, un souvenir peut-être. « Votre père ?» Le professeur Tanaka, de l'université de Kyoto. Il a participé à une conférence sur les échanges culturels entre le Japon et les pays du Golfe. Vous y étiez aussi, n'est-ce pas? Le cheikh prit l'enveloppe, l'ouvrit lentement. En voyant l'écriture, son expression se transforma. La froideur habituelle de son regard laissa place à une émotion indéfinissable, quelque chose entre la surprise et une tristesse profonde. « Comment ?» commença-t-il, puis s'arrêta, scrutant le visage de Naomi comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Je suis sa fille, » dit simplement Naomi, « et je crois que nous avons tous deux oublié quelque chose d'important qu'il essayait de nous enseigner. » Le silence qui suivit semblait contenir tout le poids du temps, des choix faits et des chemins pris. Dans ce bureau luxueux, au sommet d'une tour scintillante, 2 mondes venaient de se rencontrer véritablement, au-delà des apparences et des hiérarchies sociales. Et dans ce moment fragile, quelque chose commençait à se briser, non pas comme le verre qui éclate en morceaux irrécupérables, mais comme une graine qui fend sa coquille pour permettre à la vie de jaillir. Cette nuit-là, Naomi resta éveillée, contemplant la lettre. L'écriture était soignée, élégante et indéniablement familière, celle de son père. C'était un discours qu'il avait écrit des décennies plus tôt, pour un événement d'échange culturel auquel il avait assisté à Abu Dhabi. Elle se souvenait de le voir préparer ce texte, répéter ces mots sur la dignité, la compassion et les ponts entre les cultures. Son cœur battait plus vite. Mais que faisait cette lettre ici? Le lendemain, elle retourna au Penthouse, cette fois avec la permission de parler au cheikh. Il se tenait près de la fenêtre, observant le désert. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle, sa voix calme. Il se retourna, intrigué. Naomi lui tendit la lettre. Il la prit, parcourut les caractères japonais. « Je ne peux pas lire ceci. »« Moi, je le peux », dit-elle, et commença à traduire à voix haute. Elle lut les mots de son père sur l'honneur, sur la beauté qui se trouve dans les mains de ceux qui servent, sur le silence qui peut porter plus de pouvoir que l'or. À mesure qu'elle parlait, l'atmosphère changeait. L'expression du cheikh se transformait. D'abord la confusion, puis la réflexion, puis quelque chose de plus doux. « Qui a écrit cela ?» demanda-t-il. « Mon père, un professeur. Il est venu ici une fois, il y a longtemps. » Il croyait que des mondes différents peuvent tout de même se comprendre. Khalid resta silencieux un long moment, puis, doucement, « Moi aussi » ou « Je le croyais autrefois ». Pour la première fois, Naomi vit autre chose que de l'arrogance dans ses yeux, du chagrin, de la solitude. Le soleil de midi illuminait le bureau luxueux, projetant des ombres dorées sur les murs ornés de calligraphies arabes. Un silence étrange s'était installé entre eux, non plus le silence glacial de la hiérarchie, mais un silence pensif, presque intime. « Je me souviens de lui, » dit enfin le cheikh, sa voix ayant perdu sa dureté habituelle. « Le professeur Tanaka. Il portait toujours des costumes trop grands et parlait avec ses mains. » Un sourire fugace passa sur son visage. « J'étais jeune. »« Idéaliste. Vous l'avez rencontré à la conférence d'Abu Dhabi ?» confirma Naomi, osant s'asseoir sur le bord d'un fauteuil sans y être invitée. C'était l'année avant ma naissance. Le cheikh acquiesça lentement. Il avait une façon de voir le monde, différente. Il disait que la vraie richesse se trouvait dans les connexions humaines.
pas dans les possessions. Il fit une pause. J'y croyais aussi à l'époque. Que s'est-il passé? La question sortit spontanément, presque impertinente dans sa simplicité. Le regard du Cher se perdit au loin, vers l'horizon de Dubaï, où les gratte-ciel semblaient défier le ciel. La vie, les attentes, le poids d'un nom et d'un héritage. Il se tourna vers elle. Vous êtes sa fille. Ce n'était pas une question, mais une constatation, comme s'il venait de résoudre une énigme qui le troublait depuis leur première rencontre. Oui, répondit simplement Naomi. Il est mort il y a 3 ans, une crise cardiaque soudaine. Je suis désolé, dit le Cher, et pour la première fois, ses mots semblaient sincères, dépourvus de cette politesse froide qui caractérisait habituellement ses interactions. Un nouveau silence s'installa, plus confortable cette fois. Par la fenêtre, on pouvait apercevoir les jardins de l'hôtel où des jets d'eau dansaient sous le soleil impitoyable, créant des arcs-en-ciel éphémères. Il m'avait offert cette sculpture, dit soudain le Cher, désignant les fragments de verre encore visibles dans une corbeille près du bureau. Après la conférence, c'était un cadeau modeste comparé à ce que j'avais l'habitude de recevoir, mais il disait qu'elle représentait la transparence nécessaire entre les cultures. Naomi sentit sa gorge se serrer. « Je suis vraiment désolé de l'avoir cassé. Ce n'est qu'un objet, répondit-il, avec une nonchalance qui contrastait étrangement avec sa colère de la veille. Mais pendant longtemps, c'était le seul lien tangible avec une version de moi-même que j'ai perdue en chemin. » La climatisation ronronnait doucement, créant un cocon sonore autour d'eux. Dans cet espace isolé du monde, les barrières semblaient s'effriter, non pas complètement, mais suffisamment pour permettre un dialogue improbable. « Mon père disait toujours que les objets cassés peuvent être réparés, » dit Naomi. « Au Japon, nous avons une tradition appelée kintsugi, l'art de réparer les poteries brisées avec de la laque mêlée à de la poudre d'or. Les fissures ne sont pas cachées, mais célébrées, car elles font partie de l'histoire de l'objet. » Le Cher la regardait maintenant avec une curiosité nouvelle. Comme les cicatrices qui racontent une vie. Exactement, acquiesça Naomi, surprise par cette compréhension. Il se leva et s'approcha d'une étagère où reposaient divers objets d'art. Ses doigts effleurèrent un petit coffret en bois laqué. « J'ai gardé d'autres souvenirs de cette époque, » dit-il, presque pour lui-même. « Des lettres, des photographies, des rappels d'une époque où je croyais pouvoir changer les choses, être différent de mon père. Vous le pouvez encore ?» dit doucement Naomi, étonnée par sa propre audace. Le Cher se retourna, un mélange de surprise et d'amusement dans le regard. « Vous êtes bien sa fille, la même franchise désarmante. » Un léger sourire éclaira le visage de Naomi. « Il me manque chaque jour. Que dit-il d'autre dans cette lettre ?» demanda le Cher, revenant s'asseoir derrière son bureau. Naomi déplia à nouveau le papier jauni et reprit sa lecture, traduisant les phrases élégantes en arabe cette fois, sachant que c'était la langue maternelle du Cher. Elle sentait le poids de chaque mot, comme si son père parlait à travers elle, tissant un pont invisible entre 2 mondes que tout semblait séparer. « Le véritable luxe, lut-elle, n'est pas de posséder des objets rares, mais de cultiver des relations authentiques. Dans un monde qui vénère l'éclat de l'or, rappelons-nous que la lumière la plus pure vient des yeux qui savent vraiment voir l'autre. » La voix du Cher se joignit soudain à la sienne, récitant la suite en arabe, comme s'il connaissait déjà ces mots. « Car c'est dans cette reconnaissance mutuelle que réside notre humanité commune, plus précieuse que tous les trésors. » Naomi s'arrêta, stupéfaite. « Vous connaissez ces mots? »« Il me les a dit, ce dernier soir à Abu Dhabi, » répondit le Cher, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Je les ai notés et traduits. Ils m'ont accompagné pendant des années, avant que je ne les range avec d'autres souvenirs de jeunesse, jugés trop idéalistes pour le monde réel. » Un appel sur l'interphone interrompit ce moment. La voix de l'assistante du Cher annonça l'arrivée d'investisseurs importants. « Je dois y aller, dit-il, redevenant soudain le businessman efficace. » Mais quelque chose avait changé dans sa posture, dans son regard. « Nous reprendrons cette conversation si vous le voulez bien. »
Naomi se leva, inclinant légèrement la tête. Ce serait un honneur. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, la voix du cheikh l'arrêta. Mademoiselle Tanaka, elle se retourna. Je vous prie d'accepter mes excuses pour hier et pour l'incident dans le hall, il y a quelques semaines. C'était indigne. Naomi sentit une chaleur inattendue l'envahir. Non pas la chaleur de l'embarras cette fois, mais celle de la reconnaissance, d'être vue, enfin. Acceptée, dit-elle simplement. En quittant le bureau, elle savait que quelque chose d'important venait de se produire. Pas un miracle, pas une transformation complète, mais une fissure dans le mur invisible qui séparait leur monde. Une fissure par laquelle, peut-être, la lumière pourrait passer. Une semaine plus tard, l'hôtel organisait une soirée culturelle, un événement que le cheikh lui-même avait autrefois qualifié de théâtralité inutile. Mais cette fois, il y assista. La salle bourdonnait de diplomates et d'invités. Puis, de façon inattendue, les lumières baissèrent, et Naomi monta sur scène vêtue d'un simple kimono que son père lui avait envoyé autrefois. Elle s'inclina et commença à parler en japonais, puis traduisit lentement en français. Elle partagea son histoire, pas seulement de lutte mais de persévérance, de dignité et du souvenir d'un père qui croyait en la force invisible. La salle devint silencieuse. Quand elle termina, les gens se levèrent et applaudirent. Certains pleuraient. Au fond, le cheikh Khalid restait immobile, puis lui aussi se leva. Lentement, il s'approcha de la scène. « Je vous dois des excuses », dit-il, sa voix résonnant dans la salle. Pour avoir oublié que la valeur ne se mesure pas en or ou en titre, il inclina la tête. Ce geste choqua l'assemblée. Naomi s'inclina en retour. « Parfois, dit-elle, nous devons être brisés pour voir clairement. » Et dans ce moment, sous les lumières dorées, la femme qui autrefois frottait les sols en marbre devint une voix qui touchait les cœurs. Les préparatifs pour cette soirée avaient commencé des jours plus tôt. Monsieur Philippe, le directeur français, avait été stupéfait d'apprendre que le cheikh Khalid avait personnellement approuvé la participation de Naomi au programme culturel. Il a demandé spécifiquement que vous présentiez quelque chose sur la culture japonaise, avait-il dit à Naomi, les yeux écarquillés d'étonnement. C'est sans précédent. L'excitation s'était répandue parmi le personnel comme une traînée de poudre. Layla avait serré Naomi dans ses bras avec enthousiasme. « Je savais que tu étais spéciale », avait-elle murmuré à son oreille. « Mais qu'as-tu fait pour transformer ainsi notre dragon local ?» Naomi avait seulement souri, gardant pour elle le secret de cette connexion inattendue, de ce pont fragile entre deux mondes que tout semblait opposer. Le jour de l'événement, elle s'était réveillée avant l'aube, habitée par une nervosité électrisante. Dans sa petite chambre, elle avait sorti de sa valise le kimono soigneusement plié que son père lui avait envoyé pour son 25e anniversaire. Le tissu bleu nuit, orné de délicates fleurs de cerisier argentées, semblait presque lumineux dans la pénombre. Minseo et Fatima l'avaient aidé à s'habiller, leurs doigts maladroits mais attentionnés, ajustant les plis complexes du hobby, la large ceinture qui ceignait sa taille. « Tu es magnifique », avait murmuré Fatima, les yeux brillants, comme une princesse des contes. Dans le bus qui l'emmenait vers l'hôtel, Naomi avait senti les regards curieux des autres employés. Certains chuchotaient, d'autres lui souriaient avec encouragement. Pour la première fois, elle n'était plus invisible parmi eux. Elle était devenue un symbole, une possibilité. La salle de réception de l'hôtel Al-Nour avait été transformée pour l'occasion. Des lanternes aux couleurs douces dispensaient une lumière tamisée, créant une atmosphère intime malgré la vastitude de l'espace. Des compositions florales élaborées représentaient les différentes cultures du personnel. Roses de Damas pour la Syrie, hibiscus pour le Soudan, orchidées pour les Philippines et bien sûr cerisiers en fleurs pour le Japon. Dans les coulisses improvisées, Naomi attendait son tour, essayant de calmer les battements affolés de son cœur. Par l'entrebâillement du rideau, elle pouvait apercevoir la salle qui se remplissait progressivement. Hommes d'affaires en costumes impeccables, femmes en robes de soirée étincelantes, dignitaires locaux en tobe blanc et abayas élégantes,
L'élite de Dubaï et d'ailleurs venait admirer ce spectacle de diversité culturelle, concept à la mode dans les cercles internationaux. Elle ferma les yeux, se remémorant les mots qu'elle avait préparés. Non pas un discours formaté pour plaire à l'audience, mais l'expression sincère de son expérience, de son héritage, de sa vérité. Les premiers artistes se succédèrent sur scène. Un groupe de danseurs philippins, un conteur soudanais, un musicien égyptien au oud mélancolique. Les applaudissements polis rythmaient la soirée comme un rituel bien huilé. Puis vint son tour. « Et maintenant, annonça le maître de cérémonie, nous avons l'honneur d'accueillir mademoiselle Naomi Tanaka qui nous présentera un aperçu de la culture japonaise. » Le silence se fit lorsqu'elle s'avança sous les projecteurs. La lumière l'enveloppa, chaude et intimidante à la fois. Face à elle, des dizaines de visages curieux, indifférents ou distraits, l'habituelle barrière invisible entre ceux qui servent et ceux qui sont servis. Mais au fond de la salle, un visage attira son attention. Le cher Khalid, arrivé discrètement, se tenait légèrement à l'écart, son expression indéchiffrable dans la semi-obscurité. Naomi prit une profonde inspiration et s'inclina profondément, dans le style traditionnel japonais. Puis, avec une voix claire qui surprit même ceux qui la connaissaient, elle commença à parler dans sa langue maternelle. Au Japon, nous avons un concept appelé kodoku. Ce mot signifie à la fois solitude et splendeur isolée. C'est la beauté qui naît dans les espaces entre les êtres, dans le silence, entre les mots. Elle marqua une pause, puis traduisit ses paroles en français, laissant chaque mot résonner dans l'espace. Le public, d'abord distrait, se concentrait progressivement, captivé par cette présence inattendue. « Je suis venue à Dubaï il y a 2 ans, poursuivit-elle, alternant toujours entre le japonais et le français, avec 2 valises et les enseignements de mon père. Il était professeur de littérature à Kyoto, un homme qui croyait que les histoires pouvaient construire des ponts entre les mondes les plus éloignés. Des images commencèrent à défiler sur l'écran derrière elle. Non pas les clichés touristiques du Japon que beaucoup attendaient, mais des photographies plus personnelles. Un vieil homme souriant devant une bibliothèque, un jardin zen sous la pluie, des mains ridées tenant un pinceau de calligraphie. Mon père disait que la vraie dignité ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on regarde le monde et dont on traite les autres. Il disait que même le travail le plus humble peut devenir un art si on y met tout son cœur. Sa voix ne tremblait plus. Les mots coulaient d'elle comme une rivière longtemps contenue qui trouve enfin son chemin vers la mer. Chaque matin, quand je nettoie les sols de marbre de cet hôtel magnifique, je me souviens de ces mots. Quand j'essuie les miroirs, je ne vois pas seulement mon reflet, mais aussi celui de mon père, de ma mère malade au Japon, de mon frère qui a abandonné ses études pour travailler. Je vois les reflets de tous ceux qui, comme moi, sont venus ici, portés par des rêves plus grands que leurs valises. Un murmure parcourut l'assistance. Certains visages exprimaient la surprise, d'autres l'inconfort, quelques-uns une émotion authentique. Parmi le personnel de l'hôtel, massé discrètement au fond de la salle, Leïla essuya furtivement une larme. « Dans notre culture, » continua Naomi, « nous croyons que les objets cassés ne perdent pas leur valeur. Au contraire, grâce à l'art du kintsugi, nous réparons les fissures avec de l'or, transformant les blessures en beauté. » L'écran montrait maintenant l'image d'un bol de céramique traversé de veines dorées. Le silence dans la salle était devenu palpable, presque sacré. Je crois que les êtres humains fonctionnent de la même façon. Nos fissures, nos moments de vulnérabilité, de doute, d'humiliation, peuvent devenir nos plus grandes forces si nous osons les reconnaître, les accepter, les transformer. Son regard croisa celui du cher Khalid. Même à distance, elle pouvait sentir l'intensité de son attention, comme si ses mots créaient un tunnel lumineux entre eux, effaçant momentanément la foule qui les séparait. « Il y a quelques jours, » dit-elle, sa voix légèrement plus basse, obligeant l'audience à se pencher en avant pour l'entendre, « j'ai cassé accidentellement un objet précieux. Dans ma peur et ma honte, j'ai découvert quelque chose d'inattendu, que parfois c'est seulement quand les choses se brisent
que nous pouvons voir ce qu'elles contiennent vraiment. Les dernières images montraient une lettre manuscrite en japonais, puis une photographie en noir et blanc, un jeune homme émirati et un professeur japonais plus âgé, souriant, devant un panneau annonçant une conférence culturelle à Abu Dhabi, 20 ans plus tôt. Cette découverte m'a rappelé que nous sommes tous connectés par des fils invisibles, par des histoires, des souvenirs, des espoirs partagés, que nous portions un kimono ou une abaya, que nous nettoyions des sols ou dirigions des empires. Nous partageons la même humanité fondamentale, la même quête de sens et de reconnaissance. Quand elle termina son récit, un silence profond emplit la salle. Puis, comme une vague irrésistible, les applaudissements éclatèrent, non pas polis et mesurés comme auparavant, mais spontanés, vibrants d'émotion. Des personnes se levèrent, d'abord quelques-unes, puis la salle entière. Naomi sentit son cœur se gonfler d'une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Non pas la fierté superficielle d'avoir captivé un public, mais la satisfaction profonde d'avoir été authentiquement elle-même et d'avoir été entendue. C'est alors que le mouvement au fond de la salle attira l'attention générale. Le cheikh Khalid s'avançait vers la scène, sa silhouette élancée fendant la foule qui s'écartait respectueusement sur son passage. Il monta les quelques marches et se tint à côté de Naomi, imposant dans sa kandura blanche immaculée, mais avec une expression que personne ne lui avait jamais vue en public, une vulnérabilité presque palpable. « Je vous dois des excuses », dit-il, sa voix amplifiée par le micro, résonnant dans la salle soudain silencieuse. « Pas seulement à vous, mademoiselle Tanaka, mais à tous ceux que j'ai regardés sans vraiment voir. » Il se tourna vers l'assemblée, balayant du regard le mélange de clients fortunés et de personnel en uniforme. « Nous construisons des tours toujours plus hautes, des hôtels toujours plus luxueux, mais nous oublions parfois que le véritable fondement de tout cela repose sur des mains humaines, des vies humaines, des dignités qui ne se mesurent pas en dirhams ou en dollars. » Il s'inclina alors légèrement, un geste presque imperceptible pour certains, mais d'une signification révolutionnaire dans ce contexte. Pour cet homme, Naomi, émue au-delà des mots, s'inclina en retour, plus profondément. « Parfois, dit-elle doucement, mais le micro captait chaque syllabe, nous devons être brisés pour voir clairement. » Leurs regards se croisèrent dans une reconnaissance mutuelle qui transcendait les barrières sociales, culturelles, linguistiques. Dans cet instant suspendu, sous les lumières dorées et les regards étonnés, quelque chose de plus précieux que tous les trésors de l'hôtel Al-Nour venait d'être échangé. La simple mais révolutionnaire expérience d'être vue dans sa pleine humanité. Les semaines passèrent. Naomi n'était plus simplement une femme de ménage. On lui avait offert un poste au bureau de liaison culturelle de l'hôtel, aidant à établir des ponts entre le personnel et les clients venus du monde entier. Leila l'avait serré fort dans ses bras. « Je t'avais dit que tu surprendrais quelqu'un. » Chez elle, à Al-Qusais, Naomi préparait de la soupe miso et appelait sa mère au Japon. Elle riait pour la première fois depuis des mois. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher de soleil depuis son petit balcon, la voiture du cheikh Khalid s'arrêta devant l'immeuble. Il en sortit, portant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une version restaurée de la sculpture brisée, fusionnée avec de l'or le long des fissures, kintsugi, l'art japonais de rendre belles les choses cassées. « Je l'ai fait réparer, dit-il, de la façon que vous m'avez enseignée. » Naomi sourit. « Parfois, c'est la cassure qui révèle la vérité. » Il acquiesça. Tandis qu'il partait, Naomi se tourna vers son reflet dans la vitre. Elle n'était plus invisible. Plus tard, elle dit à Layla, « Même quand la vie ne vous voit pas, continuez à parler votre langue. Quelqu'un entendra. » Et elle voulait dire plus que le japonais, parce que même les plus silencieux portent des histoires que le monde a besoin d'entendre. L'appartement de Naomi avait changé, tout comme sa vie. Les murs, autrefois nus, s'ornaient maintenant de calligraphie japonaise encadrée, certaines héritées de son père, d'autres créées par elle-même. Sur une petite étagère, la sculpture restaurée occupait la place d'honneur, ses veines dorées captant les dernières lueurs du jour.
Son nouveau poste à l'hôtel Al-Nour transformait progressivement sa routine quotidienne. Elle quittait maintenant son domicile plus tard, vêtue non plus d'un uniforme gris, mais de tenues professionnelles élégantes, souvent agrémentées d'un détail japonais subtil. Une broche, une écharpe, un motif. Dans les couloirs où elle avait autrefois nettoyé en silence, elle marchait désormais d'un pas assuré, saluée par le personnel et les clients. Sa principale mission consistait à faciliter la communication entre les différentes cultures qui se croisaient dans ce carrefour de luxe. Elle organisait des sessions d'orientation culturelle pour les nouveaux employés, traduisait des documents importants et servait parfois d'interprète lors de rencontres délicates. Mais son rôle allait au-delà de simples traductions linguistiques. Elle devenait un pont vivant entre les mondes. Ce matin-là, assise à son nouveau bureau dans une petite pièce lumineuse du département des ressources humaines, Naomi relisait un document qu'elle avait rédigé, une proposition pour améliorer les conditions de vie du personnel migrant de l'hôtel. Des suggestions simples mais significatives, un service de bus plus fréquent vers Al-Koussaïs, des cours de langue gratuits, un espace commun où les employés pourraient célébrer leurs fêtes traditionnelles. Un léger coup à la porte l'attira de sa concentration. Monsieur Philippe entra, son élégance française toujours impeccable malgré la chaleur extérieure. « Votre proposition a été approuvée », annonça-t-il sans préambule, un sourire inhabituel éclairant son visage austère. « Le cheikh Khalid a personnellement validé le budget ce matin. » Naomi sentit une vague de joie et de fierté l'envahir. « Vraiment? Tout le projet? » »« Absolument tout. Et il a même suggéré d'étendre certaines mesures à l'ensemble des hôtels du groupe. » Il s'assit face à elle, l'observant avec curiosité. « Vous avez exercé une influence remarquable sur lui, vous savez. En 20 ans de carrière dans l'hôtellerie de luxe, je n'ai jamais vu un tel changement chez un homme de sa position. » Naomi baissa modestement les yeux. « Ce n'était pas moi. C'était la mémoire de mon père, et peut-être le moment juste. » En quittant l'hôtel ce soir-là, elle passa devant le hall principal où tout avait commencé. Le sol en marbre étincelait sous les lustres, immaculé grâce au travail invisible de ceux qui l'entretenaient chaque jour. Un groupe de femmes de ménage s'activait discrètement dans un coin, leurs mouvements efficaces et silencieux. Naomi ralentit, échangeant un sourire complice avec elle, un geste simple de reconnaissance qui n'existait pas quelques semaines plus tôt. Dans le bus qui la ramenait vers Al-Koussaïs, elle sortit son téléphone et composa le numéro de sa mère. Le décalage horaire faisait qu'au Japon, c'était déjà le matin. « Maman, dit-elle en japonais, j'ai une nouvelle importante à t'annoncer. » La voix de sa mère, plus forte qu'auparavant, résonna dans l'appareil. Le nouveau traitement financé par l'augmentation de salaire de Naomi commençait à porter ses fruits. « Takashi a été accepté à l'université, » continua Naomi. « Et je vais pouvoir rentrer vous voir pour les vacances du Nouvel An. » Les exclamations de joie de sa mère résonnèrent dans le téléphone, faisant sourire Naomi jusqu'aux oreilles. Autour d'elle, d'autres travailleurs migrants parlaient à voix basse dans leur propre téléphone, en tagalog, en ourdou, en bengali, en amharique, tous connectés par des fils invisibles à des foyers lointains qui dépendaient d'eux. Devant son immeuble, Naomi fut surprise de voir une voiture élégante garée, son chauffeur en uniforme attendant patiemment. Elle reconnut immédiatement le véhicule du cher Khalid. Son cœur s'accéléra légèrement tandis qu'elle s'approchait. Le chauffeur la salua respectueusement et lui ouvrit la portière arrière, révélant le cher assis seul, tenant une boîte laquée sur ses genoux. « Bonsoir, mademoiselle Tanaka, » dit-il. « Pardonnez cette visite impromptue. »« Bonsoir, cher Khalid, » répondit-elle, surprise mais pas intimidée. « C'est un honneur inattendu. » Il sourit légèrement. « Puis-je vous demander quelques minutes de votre temps ? J'ai quelque chose pour vous. » Ils montèrent jusqu'à l'appartement de Naomi. Le contraste était saisissant. Cet homme habitué au palais et aux suites royales se tenant maintenant dans un modeste 3 pièces d'un quartier populaire. Pourtant, il ne semblait ni mal à l'aise ni condescendant, simplement attentif, observant les détails de cette vie si différente de la sienne. Sur la petite terrasse,
Alors que le soleil embrasait l'horizon de Dubaï, transformant les gratte-ciel en silhouettes dorées, le cheikh ouvrit délicatement la boîte. « Je l'ai fait restaurer », dit-il simplement. À l'intérieur reposait la sculpture qu'elle avait brisée, mais transformée. Les fragments de verre et d'or avaient été soigneusement réassemblés, les fissures soulignées par de fines veines d'or véritables. La lumière du couchant traversait l'objet, projetant des motifs dorés sur le mur derrière eux. « Kintsugi » murmura Naomi, ému au-delà des mots. « Oui », confirma-t-il. « J'ai trouvé un artisan japonais à Dubaï. Il a expliqué que cette technique ne cherche pas à cacher les imperfections, mais à les célébrer comme partie intégrante de l'histoire de l'objet. » Leurs regards se croisèrent dans la lumière dorée du soir. « De la façon que vous m'avez enseignée », ajouta-t-il doucement. Naomi prit délicatement la sculpture, sentant sous ses doigts les lignes de fracture désormais magnifiées par l'or. « C'est magnifique. Parfois, dit le cheikh, reprenant les mots qu'elle avait prononcés sur scène, c'est la cassure qui révèle la vérité. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, comme si, en ces quelques semaines, un processus de transformation avait commencé en lui aussi. « J'ai retrouvé d'autres lettres de votre père, dit-il, une correspondance que nous avons entretenue pendant presque 1 an après la conférence. Il m'écrivait sur la littérature, la philosophie, ses espoirs pour un monde plus juste. » Il hésita. « J'aimerais que vous les lisiez, si vous le souhaitez. Elles vous appartiennent autant qu'à moi. » Naomi acquiesça, incapable de parler tant l'émotion serrait sa gorge. Le soleil avait presque disparu maintenant, laissant place à cette heure magique où la ville s'illuminait progressivement, constellation artificielle dans le crépuscule violet. « Je dois partir, » dit finalement le cheikh. « Mais avant, j'aimerais vous demander quelque chose. »« Bien sûr, » répondit Naomi. « Le groupe Al-Mansour va lancer une fondation culturelle, un espace de dialogue entre l'Orient et l'Occident, inspiré par ce qui s'est passé. » Il la regarda directement. « J'aimerais que vous en preniez la direction. » La surprise laissa Naomi sans voix. « Vous avez quelque chose que beaucoup de gens très éduqués n'ont pas, » poursuivit-il. « La capacité de voir au-delà des apparences, de créer des ponts là où d'autres ne voient que des murs. »« Je suis honoré, » balbutia finalement Naomi, « mais je ne suis pas sûr d'avoir les qualifications. Votre père disait toujours que les meilleures qualifications ne sont pas sur les diplômes, mais dans le cœur. » Il sourit. « Pensez-y, c'est tout ce que je demande. » Après son départ, Naomi resta longtemps sur le balcon, contemplant la sculpture restaurée qui captait les lumières de la ville. Elle pensa à son chemin parcouru depuis son arrivée à Dubaï, les humiliations, la solitude, le travail acharné, puis cette transformation inattendue. Plus tard, rejointe par Laïla qui passait la soirée avec elle, Naomi lui raconta la visite du cheikh et sa proposition. « Tu vas accepter, n'est-ce pas ?» demanda Laïla, les yeux brillants d'excitation. Naomi regarda son amie, puis la sculpture aux veines d'or, symbole d'une vérité qu'elle avait toujours connue au fond d'elle-même. « Même quand la vie ne te voit pas, » dit-elle doucement, « continue à parler ta langue. Quelqu'un finira par entendre. »« Tu ne parles pas seulement du japonais, n'est-ce pas ?» sourit Leila. « Non, » confirma Naomi. « Je parle de la langue de l'authenticité, de la dignité, celle que mon père m'a enseignée. » Cette nuit-là, avant de s'endormir, Naomi écrivit longuement dans son journal. Non plus des mots de nostalgie ou de résignation, mais des projets d'avenir, des idées pour la fondation, des pensées sur le pouvoir transformateur de la reconnaissance mutuelle. Sur sa table de nuit, la sculpture réparée brillait doucement dans la pénombre, ses fissures dorées racontant une histoire de fragilité transformée en force, d'humiliation devenue dignité, d'invisibilité métamorphosée en présence rayonnante. Dehors, Dubaï scintillait de 1000 feux, ville de contrastes et de paradoxes. Mais pour Naomi, ces lumières avaient changé de signification. Elles n'étaient plus le symbole d'un monde inaccessible, mais les lueurs d'un avenir où sa voix et celle de tant d'autres restés trop longtemps dans l'ombre pourraient enfin être entendues. Car même les plus silencieux
portent en eux des histoires que le monde a besoin d'entendre.